Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous raconter le parcours beaucoup trop bref de celle qui m'a donné la vie. Je vous rappelle que depuis longtemps, je me préparais à écrire la généalogie de mes ancêtres et plus particulièrement l'histoire lointaine et contemporaine de ma famille. Mon livre a été publié cette année. Puis, au cours de ces années de préparation, de recherche, j'ai rencontré des personnes qui ont connu ma mère. Aussi, elle a laissé un journal dans lequel j'ai puisé abondamment pour raconter une bonne partie de son histoire. Moi, je n'ai aucun souvenir de ma mère, qui est décédée alors que je n'avais pas encore 3 ans. Cependant, dans ma tête, une image qui perdure depuis mon enfance, il me semble que quelqu'un me prend dans ses bras et je vois ma mère endormie sur un linceul, un drap blanc finalement, dans la salle qu'on appelait le salon. Est-ce un rêve qui a perduré ou est-ce un souvenir réel? Je ne saurais l'affirmer. Blanche Lévesque est née en octobre 1910. Alors qu'elle n'avait pas encore 4 mois, sa mère est décédée. Et son père épousa quelques mois plus tard la sœur de sa mère. C'est celle que j'ai toujours appelée grand-mère Lévesque pour prendre soin des 4 filles en bas âge. Alors, le nouveau couple eut 8 enfants et son père est décédé en 1918 alors que ma mère n'avait seulement 8 ans. Alors, voilà pour l'histoire de sa famille. En septembre 1927, elle avait 16 ans et selon ce qu'elle a écrit, elle fit ses adieux au monde pour entrer au couvent des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski. Le 15 août de l'année suivante, elle revêtit l'habit religieux et prit le nom de Sœur Marie de Saint-Laurent. Bon, la journée au couvent, pour l'histoire, était réglée au quart de tour. C'était le lever à 5 heures, suivi de prières, de méditation. Il y avait la messe, puis le déjeuner. Et la journée était entrecoupée de moments de prière, de périodes de classe, de récréation, de travaux ménagers, des chants, de conférences, et j'en passe. Voilà. En avril 1929, voici comment elle décrit le décès de sa grand-mère. Le grand maître appela à lui ma chère grand-maman, laquelle était pour moi une mère. Elle ne put se rendre à ses funérailles parce que les règles de la communauté interdisaient toute sortie avant les vœux perpétuels. Ce fut pour elle un grand sacrifice et une grande peine. Elle quitta la vie religieuse 2 mois plus tard. De retour dans son village, elle s'impliquait dans la vie de sa communauté. Et le 8 décembre 1931, bon, c'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception, elle devint présidente de la Congrégation des Enfants de Marie. La Congrégation de Marie, c'était une confrérie qui s'adresse aux filles. Elles doivent se soumettre au règlement de l'association et assister régulièrement aux réunions et cérémonies dédiées à la Vierge Marie. Elle fit la connaissance d'un gars, d'un jeune ouvrier du village. Après quelques mois de fréquentation, dans ce temps-là, les fréquentations, les jeunes pouvaient se visiter à la maison de la jeune fille les mardis et jeudis. Et toujours selon son journal, elle poursuivait le 3 février 1933. J'unis ma destinée à celle de M. Edmond Bouillon, âgé de 23 ans. Bon, elle, à ce moment-là, elle avait 21 ans. Alors, le 3 février, c'était un vendredi, quelques jours avant le carême. Ils ont vécu à Saint-Donat, chez un oncle de mon père, quelques mois, avant de s'installer dans un petit logement en haut de la fromagerie,
où grand-père Bouillon était fromager. Ils ont vécu quelques années dans ce petit appartement. 4 enfants y sont nés jusqu'en 1937. Alors, mon père avait obtenu un lot dans la colonie de la Rédemption. Alors, voici ce qu'elle écrit encore dans son journal. Le 10 novembre 1937, je quittais ma paroisse natale pour aller s'établir comme colon à la Rédemption. Bon, une semaine plus tard, son 4e enfant, Alphonse, meurt. Il avait à peine 8 mois. Ce premier hiver dans la colonie, dans une petite maison très peu isolée, fut pénible pour toute la maisonnée. Dès l'été suivant, elle donna naissance à son 5e enfant et la famille s'agrandit chaque année jusqu'en 1943. Selon des témoignages de quelques personnes qui l'ont connue, elle était une femme accueillante, généreuse. On raconte que si quelqu'un arrêtait à la maison, elle offrait toujours une bouchée à manger, c'est-à-dire une pointe de tarte, une galette, une tranche de pain, un verre de lait, enfin. Elle trouvait toujours un bon mot aussi pour chacun. Au printemps 1943, alors qu'elle était enceinte de 6 mois et avait beaucoup de douleurs aux jambes, mon père eut un accident. Il fut hospitalisé pendant près de 2 mois et il a eu une convalescence très lente. Alors, ma mère dut prendre en charge les travaux de la ferme, le soin des animaux et elle donna naissance à son 9e enfant en juillet de la même année. Je rappelle que c'est grâce à la générosité, à la solidarité de beaucoup de gens de la paroisse que la vie a pu suivre son cours en cette année difficile. Le jour des rois de l'année suivante, en 1944, on raconte qu'elle avait réussi à préparer un bon repas et la galette traditionnelle. Le lendemain, elle ne pouvait bouger. Ses jambes la faisaient souffrir. Et elle est décédée 2 jours plus tard, le 8 janvier. Bon, elle laissait un mari en convalescence et 8 orphelins, âgés de 9 ans à 6 mois. Je ne sais ce qu'aurait été ma vie si elle avait vécu plus longtemps. Son journal contient des dizaines de pages de réflexions, de prières, de méditations et une chronologie des événements entourant sa famille, sa vie religieuse, sa vie d'épouse et de mère, et qui a donné naissance à 9 enfants. Je crois qu'elle est encore présente dans ma vie, par une sorte d'énergie universelle qui nous lie les uns aux autres sans contrainte de temps et d'espace. Aujourd'hui, je lui dis merci. La semaine prochaine, je retourne en janvier 1998, alors qu'une partie du Québec a été frappée par un verglas historique. J'étais au cœur de la région qui a été touchée. Alors, bonne semaine et à bientôt.